Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, attendez, j'ai un cheveu sur le visage. Voilà. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et de nouvelles échappées belles. Mais vraiment, c'est un disque dont j'arrive pas à me défaire. On se retrouve pas pour une nouvelle échappée belle. On se retrouve pour parler du DELF, du DALF, du TCF, du TEF. C'est quoi ces mots barbares qu'on est censé écouter à chaque fois? Il y a des personnes qui viennent me dire, j'ai un TCF, est-ce que tu fais des cours spéciaux TCF? Ça n'existe pas. Le TCF, c'est un test d'aptitude linguistique. C'est pour évaluer votre niveau. C'est pour savoir si vous vous exprimez, si vous comprenez les gens lorsqu'ils s'adressent à vous en français. Pareil pour le DELF, le DALF et le TEF. Par contre, il y a quelques petites subtilités entre chacun de ces documents, puisque concrètement, ce sont des documents qu'on va vous fournir et qui vous seront demandés soit par le consulat, soit par l'université que vous allez intégrer dans le pays dans lequel vous allez étudier ou travailler. Donc l'université peut vous demander l'un de ces documents et votre employeur en France ou au Canada peut vous demander l'un de ces documents. Parce que ce sont des documents qu'on demande aux personnes qui souhaiteraient s'installer dans un pays francophone. Et pour être sûr que la personne va s'intégrer, qu'elle n'aura pas de difficultés par rapport à la langue, eh bien, on lui demande de prouver qu'elle communique bien dans cette langue, en l'occurrence, le français. Voilà. Donc, avant de parler de ces tests-là, je vais d'abord essayer de vous expliquer de façon très brève et concise comment vous êtes évalué. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 grands niveaux pour évaluer le niveau de quelqu'un en français. Mais ce n'est pas valable seulement pour le français. Hein. On peut décliner cette technique à l'infini avec l'anglais, l'arabe. L'arabe, je ne suis pas certaine qu'on le fasse pour la langue arabe, mais je sais qu'en anglais, en italien et en espagnol, on le fait. Ainsi qu'en français. Donc, vous avez 3 niveaux. Le niveau A, qui est le niveau débutant. Si quelqu'un vous dit « j'ai un niveau A », vous savez automatiquement que la personne est débutante. Vous avez le niveau B, qui est le niveau intermédiaire. Et vous avez le niveau C, qui est le niveau expert. Donc, le niveau A se divise en 2 niveaux, en 2 sous-niveaux. Donc, vous avez un niveau A1 et un niveau A2. Vous avez probablement entendu parler du A1, A2, B1, B2, parce que le niveau B se divise lui aussi en 2 niveaux. Et vous avez le niveau C, expert, qui se divise en 2 autres niveaux, sous-niveaux, donc C1 et C2. Donc ça vous dit quelque chose. Ça doit vous dire quelque chose. La plupart des personnes vous disent « moi j'ai un niveau B1 ». Une autre personne va vous dire « moi j'ai un niveau A2 ». Une autre personne va vous dire « moi j'ai le C1 ». Vous voyez, ça c'est pour savoir si vous êtes débutant, si vous avez un niveau intermédiaire ou si vous avez un niveau expert. Le niveau débutant, normalement, c'est censé être le niveau d'un enfant au CEM, A2, CEM, lycée. Bon, c'est une moyenne, hein. On peut avoir un niveau C1 en étant au CEM ou au lycée. Ce n'est pas une condition sine qua non. Il y a des gens qui sont au CEM qui ont un niveau B2, C1. Normal, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Mais nous, on prend une moyenne. Généralement, une personne qui a suivi son cursus de façon classique devrait au minimum avoir un niveau A2. Vous connaissez quelques mots, quelques temps, quelques verbes, quelques expressions. Ça se limite à ça. Pour les personnes qui ont le bac et qui sont à l'université, qui étudient à l'université, normalement, elles devraient avoir au minimum un niveau intermédiaire. Généralement, c'est le niveau B1 pour ceux qui ont le bac. B2, et on peut aussi avoir un niveau C1 ou C2, hein, je vous l'ai dit. Et vous pouvez être professeur à l'université et avoir un niveau A2, et enseigner en français, et enseigner le français. Je vais plus loin dans ce que je dis. Mais généralement, c'est une norme, c'est une sorte de norme, si vous voulez. Et quand on a fini ses études universitaires, ou lorsqu'on étudie à l'université pendant 2-3 ans, on doit avoir au minimum un niveau B2, C1, et à la fin de ses études, on a entre un C1 et un C2. Donc, c'est l'un ou l'autre. Le niveau le plus recherché par les universités, par les apprenants et par les personnes qui me consultent, c'est généralement soit un niveau B2, soit un niveau C1. Donc ça dépend de la notoriété de l'université que vous souhaitez intégrer, ça dépend... Parfois c'est au petit bonheur la chance, hein.
Donc voilà, parfois on vous demande seulement un B2, parfois on vous demande un C1. Mais maintenant vous allez me poser la question, comment fait-on pour savoir si tel individu a un niveau C1, B2, B1, A2, fait comment? Eh bien, il y a 4 axes principaux, 4 épreuves sur lesquelles vous allez être jugé. Une épreuve de compréhension de l'oral, une épreuve de compréhension de l'écrit, et une épreuve de compréhension, d'expression écrite, et une épreuve d'expression orale. Donc c'est très simple, ne vous inquiétez pas. Alors, pour l'épreuve de compréhension orale, on va vous faire écouter des extraits audio, comme ça, des extraits de radio, de films, de ce que vous voulez. On va vous laisser écouter, on va vous faire écouter une première fois, une deuxième fois s'ils sont gentils et de bonne humeur, parce que je ne sais jamais si c'est une fois ou deux. Moi, de mémoire, je me rappelle que c'était pour le DALF, on nous a laissé écouter une fois. Il y a des personnes qui me disent 2 fois, donc ça dépend des examinateurs et de leur humeur, hein. Il n'y a pas une règle précise. Mais ce n'est jamais plus de 2 fois. Et généralement, ce sont des extraits audio de mauvaise qualité, c'est fait exprès. C'est pour savoir si vous maîtrisez réellement ou si vous avez une maîtrise approximative. Donc, voilà. Ensuite, on va vous poser des questions à propos de ce que vous venez d'entendre. Et vous allez répondre à ces questions. Pour l'épreuve de compréhension de l'écrit, c'est le même principe. On va vous donner des petits textes, on va vous demander de les lire. Bon, vous n'allez pas les lire à haute voix, vous allez les lire juste comme ça. Et vous allez répondre aux questions qu'on va vous poser à propos de ces textes. Donc, vous allez avoir comme des questions de compréhension écrite, comme celles qu'on faisait au CEM et au lycée et autres, ou même au primaire, à quelques détails près. Et on va également vous poser des questions de grammaire. On appelle ça structure de la langue. Donc, on peut vous poser des questions aussi de grammaire. Donc, il faut maîtriser la grammaire. Les locuteurs natifs la maîtrisent sans en connaître les règles. Il y a beaucoup de personnes qui maîtrisent les règles de grammaire, qui ont un français impeccable, mais qui ne connaissent pas exactement des règles. Ça existe. J'en faisais partie, fut un temps. Avant d'enseigner, je répondais juste à toutes les questions et à tous les exercices, spontanément, mais je ne pouvais pas vous dire de quelle règle il s'agissait. Donc voilà. Avec le temps, je me suis documentée, je me suis améliorée, j'ai beaucoup travaillé en autodidacte, mais c'est pas la question, hein. Je m'étale sur un sujet qui ne nous concerne pas vraiment. Maintenant, nous allons parler de l'épreuve d'expression écrite. Alors pour l'épreuve d'expression écrite, on va vous demander de rédiger un texte, ou 2, ça dépend. Il y a le TCF-SO qui se fait sur ordinateur, et pour le TCF-SO, je pense qu'il n'y a pas d'épreuve d'expression écrite. Mais la plupart du temps, vous avez une épreuve d'expression écrite. Donc on va vous demander de rédiger un texte. Ça peut être un résumé, ça peut être une lettre administrative, un texte argumentatif, une lettre amicale, un fait divers. Bref, il y a une multitude de textes qu'on peut vous demander de rédiger. On ne peut pas savoir en avance qu'est-ce qu'on va vous demander parce qu'il y a des petits malins qui vont chercher les sujets sur Internet. Ne faites pas ça, vous allez perdre votre temps. Le temps que vous passez à chercher les sujets ailleurs, eh bien, vous pouvez l'exploiter en vous entraînant. Entraînez-vous, maîtrisez la langue, essayez d'améliorer votre niveau, mais ne cherchez pas les sujets parce que ça va vous stresser. Il y en a même qui commercialisent des sujets, je suis obligée de vous le dire dans cette vidéo. Comme ça, j'ouvre les yeux à un maximum de personnes. Il y a plein de personnes qui se sont fait avoir. N'achetez pas les sujets. Pourquoi? Vous allez perdre du temps et de l'argent. Et en plus de ça, vous risquez de perdre confiance en vous-même. Alors, les nuisances sonores, j'en subis depuis ce matin. J'en suis encore à ma première vidéo du jour. Vous imaginez ce que je subis. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? Ah oui, quand vous vous mettez en tête que vous allez avoir un sujet particulier, vous allez regarder comme ça, et quand vous allez trouver quelque chose de différent, ça va vous perturber. Et vous allez perdre du temps pour vous remettre sur le droit chemin. Donc, écoutez, ne faites pas ça, accordez-vous une chance, préparez-vous, faites une bonne préparation, et ça s'arrête là. Et il y a des personnes qui n'ont même pas besoin de préparation. Maintenant, nous allons parler de l'épreuve d'expression orale. L'expression orale, c'est quoi? Enfin, en quoi consiste cette épreuve? Vous allez entrer dans une salle, vous allez trouver un examinateur qui va vous donner des feuilles, comme ça.
retournez et vous allez choisir 2. Ensuite, l'examinateur va retourner les feuilles et vous allez trouver 2 sujets, par exemple la thérapie du rire et les OGM. Et il va vous demander de choisir entre ces 2 sujets. Est-ce que vous allez opter pour les OGM ou la thérapie du rire? Vous allez choisir, vous allez dire à votre examinateur, je choisis ce sujet. Il va vous dire oui, il va vous laisser la feuille pour que vous puissiez vous familiariser avec ça, puisque on ne peut pas tout savoir dans le monde. Hein. Moi, je ne sais pas ce que c'est que les OGM, j'ai choisi comme ça les OGM. Et je vais lire le texte. Donc, je vais avoir une idée sur ce sujet. Mais ça peut être un sujet parmi tant d'autres. Hein. Ça peut être la guerre en Ukraine, ça peut être le réchauffement climatique, ça peut être plein de choses. Je vous donne juste des idées comme ça, hein, mais ça peut être plein de choses. Il y a une variété, une grande diversité de sujets qui peuvent être abordés. Donc, bon. Vous allez choisir votre thème, votre sujet, vous allez lire le petit texte. On va vous donner une feuille de papier, un stylo, un dictionnaire. Moi, je me rappelle qu'on avait le droit d'utiliser un dictionnaire, mais bon, en 10 minutes, on n'a pas vraiment le temps de chercher dans le dictionnaire, hein, j'ai envie de vous dire. Donc moi, je n'ai pas touché le dictionnaire. Au cas où il y aurait des mots un petit peu difficiles, un petit peu compliqués, surtout pour le C1 et le C2. Hein. Pour le B1, B2, ça va. Mais pour le C1 et le C2, le vocabulaire est très développé, hein, je vous le dis. Donc, voilà, on nous a demandé de choisir un thème, d'écrire un petit texte dans lequel nous étions censés exprimer notre avis sur le sujet. Êtes-vous pour ou contre les OGM, par exemple? Et vous vous dites, oui, je suis pour telle et telle raison, il faut argumenter, il faut donner au moins 3 arguments, d'abord, ensuite, parce que, enfin, en conclusion, voici mon avis, et voilà pourquoi je suis de cet avis. Et vous, comme vous pouvez être contre, vous êtes libre d'être pour ou contre, vous n'allez pas être noté sur ça. Alors vous allez me dire sur quoi allons-nous être notés? Et puisqu'il s'agit d'une épreuve d'expression orale, pourquoi nous demande-t-on d'écrire un texte? Le texte, c'est juste pour vous aider. Par exemple, moi, je me rappelle, lorsque j'ai passé mon DALF, j'avais pris des notes comme ça, mais l'examinatrice ne m'avait pas bien expliqué que j'allais devoir lire le texte que j'avais écrit. Donc, j'ai regardé comme ça le texte, bon, j'ai pris des notes, et en allant voir les examinateurs, parce qu'après, une fois que vous avez terminé, vous dites j'ai terminé, on va vous escorter dans une salle avec 2 membres du jury, ou bien 3. Donc, à vous de voir, c'est en fonction des cas, c'est en fonction de la disponibilité, bref, c'est variable. Mais vous allez avoir affaire au moins à 2 examinateurs qui vont vous poser des questions d'abord sur vous. Donc, on va d'abord vous demander de vous présenter. Et s'ils vous trouvent intéressant, ils vont vous poser des questions sur vous et non sur le texte. Et l'épreuve peut durer entre 5 minutes et une demi-heure. Ça dépend de la charge qu'ils ont et ça dépend de la patience dont ils sont dotés ce jour-là. Parce que quand on a beaucoup de personnes à interroger, on va pas passer une demi-heure avec chaque apprenant. Mais avec chaque candidat, pardon. Mais si vous suscitez leur intérêt, et si vous faites une spécialité atypique ou autre, il se peut qu'on s'intéresse un petit peu plus à vous. Donc voilà, vous devez être prêt à parler de vous-même, et à parler de vos études, à parler de votre région, parce qu'un petit détail comme ça peut les intéresser, et toute l'épreuve va tourner autour de ce sujet, au lieu de tourner sur le sujet de base. Ensuite, on va vous demander de lire le texte que vous avez écrit. Et vous allez présenter vos arguments. Et vous allez être évalué sur votre prononciation, ainsi que sur la façon dont vous structurez vos phrases. Si vos phrases sont bien structurées, si vous savez où placer le sujet, le verbe, le complément, si vous utilisez des phrases complexes ou si ce sont seulement des phrases simples. Lorsqu'on vous pose une question, on s'attend à avoir une réponse correcte et cohérente. Et non pas oui, non. Ça ne les intéresse pas. Leur but, c'est de vous faire parler pour voir comment vous parlez. Si vous avez des problèmes, des difficultés au niveau de la prononciation ou pas. Si vous avez un vocabulaire développé, donc il se peut qu'on vous repose la même question en changeant quelques mots. Donc voilà, ce sont des petits détails qui font la différence et qui permettent à l'examinateur de connaître votre niveau réel.
Bon, ils ont bien sûr un barème et vous allez avoir tant de points pour tel critère. Pour ce qui est du DELF et du DALF, les épreuves, chacune des épreuves que je viens de citer est notée sur 25 points. Vous ne devez pas avoir moins de 5 points par épreuve et vous devez avoir au minimum un total de 50 points. Vous pouvez avoir un maximum de 100 points puisque 25 multiplié par 4, ça fait 100. Il faut avoir minimum 50 sur 100, la moyenne. Et il ne faut pas avoir de note éliminatoire, c'est-à-dire moins de 5. Jusque-là, c'est facile. Pour le DELF et le DALF, ce sont des diplômes ce sont des diplômes, ils ont la valeur de diplôme. Généralement, le DELF, c'est pour le niveau B1, B2, et le DALF, c'est pour le niveau C1, C2. DALF, ça signifie diplôme, c'est un acronyme qui signifie diplôme approfondi en langue française, et DELF, c'est un acronyme qui signifie diplôme d'études en langue française. Donc, si vous avez la moyenne, vous obtenez votre diplôme et il vous suivra à vie. C'est un avantage. Donc, vous payez une seule fois. Après, il faut réussir du premier coup. Mais généralement, c'est facile. Pour ceux qui maîtrisent la langue. Maintenant, nous allons parler du TCF ou bien du TEF. Il n'y a aucune différence majeure entre le TCF et le TEF. Vous allez avoir les mêmes épreuves que pour le DELF et le DALF, sauf que c'est au niveau du calcul des points que ça change un petit peu. Mais sinon, pour ce qui est du la différence principale entre le TCF et le TEF, c'est l'institution qui décerne ces documents. Il n'y en a pas un qui a plus de valeur que l'autre. Il y a des universités qui demandent le TCF, il y en a d'autres qui demandent le TEF. Certains disent que le TEF c'est pour le Canada, le TCF c'est pour la France, c'est faux. Il y a le TCF Canada. Et vous avez plusieurs sortes de TCF à des prix plus ou moins différents. Mais selon moi, et je vais vous expliquer pourquoi, le mieux c'est d'opter pour un DELF ou un DALF, surtout si vous êtes étudiant. Vous allez comprendre. Je viens de vous dire que le DELF et le DALF étaient des diplômes, donc ils vous suivent à vie. Par contre, le TCF et le TCF, ce sont des tests qui ont une validité de 2 ans. C'est-à-dire que si vous passez le TCF pour faire vos études en France, vous devez vous arranger pour être en France et être inscrit à l'université de votre choix dans les 2 ans qui suivent l'obtention du TCF. Sinon, vous allez devoir le refaire. Et je ne vous conseille pas de le refaire. Maintenant, pour l'évaluation, vous allez toujours avoir 4 épreuves, mais les épreuves, on ne va pas les calculer de la même façon. C'est-à-dire que lorsque vous passez le DELF B2, si vous avez plus de 50 points, vous avez un B2. Si vous passez le DELF C1, si vous avez plus de 50 points sur 100, vous avez un C1. Pour le TCF, c'est pas la même chose. Pour le TCF, on va vous faire passer les 4 épreuves. Quand je vous dis le TCF, c'est valable aussi pour le TEF. Et en fonction du nombre de points que vous allez accumuler, on va vous attribuer un niveau. Par exemple, ce n'est pas exactement le barème, mais je vais vous donner un exemple juste pour vous expliquer. Vous allez passer l'épreuve de compréhension orale d'abord. Vous allez avoir un certain nombre de bonnes réponses. Si ce nombre de bonnes réponses vous donne un nombre de points compris entre 0 et 100, on va vous attribuer un niveau A1. Si le nombre de points que vous allez accumuler en fonction de vos bonnes réponses est compris entre 100 et 200, on va vous attribuer un niveau A2. Si ce nombre de bonnes réponses est compris entre 200 et 300, on va vous attribuer un niveau B1. Si ce nombre de bonnes réponses est compris entre 300 et 400, on va vous attribuer un B2. Si ce nombre de bonnes réponses est compris entre 400 et 500 points, on va vous attribuer un C1. Et si ce nombre de bonnes réponses est compris entre 500 et 600, on va vous attribuer un C2. Et dans chaque épreuve, on va vous dire que voilà, pour telle épreuve, vous avez un B2, pour telle autre épreuve, vous avez un C1, et ainsi de suite. Ensuite, ils vont calculer la moyenne et ils vont vous dire que vous avez un niveau B1, un niveau C1, un niveau C2 ou un niveau B1 ou A2 même. Donc, vous voyez la différence qu'il y a entre TCF et DELF. Vous ne savez pas, c'est un peu Kinder Surprise. Vous ne savez pas ce que vous allez avec quoi vous allez repartir. Vous pouvez opter pour un B2 et rentrer avec un B1 ou un C1. Ça dépend de votre niveau. Ça dépend du nombre de bonnes réponses que vous allez donner.
Donc c'est peut-être l'avantage du TCF par rapport au DELF et au DALF, mais le fait qu'il se périme en 2 ans est un inconvénient majeur selon moi, parce que ça coûte relativement cher, et il y a beaucoup de pression par rapport au TCF dans les grandes villes telles qu'Alger et Oran. Donc si vous parvenez à décrocher un poste pour passer un de ces tests, il vaut mieux ne pas se rater. Et en plus de ça, ça a un coût, ça varie entre 30 et 40 000 dinars. À vous de voir. D'ailleurs, un conseil que j'ai à vous donner, avant d'investir le moindre dinar ou le moindre euro dans ce genre de test, c'est de vous assurer que vous avez le niveau pour passer le test. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui ont un niveau A2 et qui ont besoin d'un niveau C1 ou un niveau B2. Au lieu d'aller se former, et quand je dis aller se former, ce n'est pas forcément aller dans une école, mais c'est de s'assurer au moins d'avoir un niveau C1. Et on peut se former en lisant des livres, en écoutant la radio, en regardant des films. Après, il y a des gens qui ont besoin d'une petite aide, d'un enseignant qui les dirige. Ça, c'est autre chose. Si vous avez besoin d'aide, c'est tout à fait normal. Nul n'est parfait, on a besoin d'aide. Il ne faut pas se surestimer. Beaucoup se surestiment et se disent « Oui, on va trouver des sujets, on va essayer de faire quelques exercices. » Vous ne pouvez pas faire des exercices comme ça, vous devez maîtriser la langue. Si vous êtes locuteur natif, ou si vous vivez dans un environnement où vous avez l'habitude de parler en français à la maison, vous allez à l'université, les professeurs parlent en français, vous communiquez en français, vous lisez, vous êtes à l'université, vous pouvez avoir le C1 facilement, c'est ce qui m'est arrivé moi. Donc j'ai passé mon C1 sans aller au CCF. Je n'ai suivi aucun cours et aucune préparation. Mais bon, voilà, ma mère a beaucoup travaillé. Donc c'est le fruit de 20 ans de travail, voire même 22 ans ou 23 ans de travail. Donc voilà, pour que vous soyez au courant. Quand je vous dis j'ai passé le TCF sans préparation, sans aller dans une école, mais j'ai passé ma vie à étudier. À la maison, surtout, parce qu'on faisait l'école à la maison et à l'école. C'était la double peine. Bref, c'est pas la question. Donc vous voyez un petit peu ce que je veux vous transmettre comme message. Il y a des personnes qui peuvent avoir le C1, voire même le C2, sans faire le moindre cours dans la moindre école. Mais il y a des gens qui ont besoin de faire des cours. Et maintenant, nous allons parler des fameux cours qui sont dispensés dans les écoles. Écoutez, tous les cours que vous trouvez ne sont pas toujours bons à prendre. Si vous avez un niveau A2, ne vous attendez pas à passer de A2 à B2 en 3 mois. 3 mois, c'est insuffisant. Quand est-ce qu'on peut passer d'un niveau A2 à B2 ? C'est quand on décide de se consacrer corps et âme à la matière. Si vous étudiez tous les jours avec beaucoup d'assiduité, que vous faites tous les jours des exercices, que vous lisez tous les jours, que vous vous consacrez à ces études-là, eh bien, vous avez une chance d'améliorer votre niveau. Mais si vous étudiez une fois par semaine, je peux vous dire que vous n'avez aucune chance. Et je vous le dis dès maintenant. Parce que beaucoup de personnes cherchent à améliorer leur niveau en étudiant une fois par semaine. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut s'exercer tous les jours. Pour maîtriser une langue, il faut s'exercer tous les jours. C'est tout ce que je peux vous dire. Et pour maîtriser une langue étrangère, je vous ai fait une vidéo que vous avez probablement reçue. À l'heure où je filme la vidéo, je sais que la vidéo n'est pas en ligne, mais normalement, à l'heure où vous recevrez cette vidéo, vous devriez avoir déjà vu la vidéo dans laquelle j'explique comment on peut faire pour apprendre une langue. Entre parenthèses, le français. Voilà. Maintenant, pour savoir quoi choisir, si vous êtes étudiant en français, en biologie, en médecine, en maths et informatique, en ce que vous voulez, optez directement pour le DALF C1. Parce que c'est généralement ce qui vous sera exigé par les universités et par le consulat et autres. Donc si vous avez un DALF C1, vous allez investir une fois et voilà, et vous serez tranquille toute votre vie. Donc je crois que nous arrivons à la fin de cette vidéo, quand même, presque une demi-heure, j'ai beaucoup parlé. Donc je vais vous laisser vous reposer et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouveaux conseils et de nouveaux cours ou de nouvelles échappées belles. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt, Inch'Allah.